je vous posais une première question, Irène, qui nous vient de Sandrine sur Facebook, qui est connectée. Donc, on prend les questions en live. Et donc, la première question portait sur les entreprises à mission que vous avez citées dans votre exposé qui faisait réagir Sandrine, concernant leur apport en matière de bien-être. Est-ce que entreprise à mission en 2020 égale bien-être, ou est-ce que vous faisiez plutôt référence à ces mêmes entreprises il y a quelques années? Est-ce que vous pouvez nous redire quelques mots à propos de ces acteurs que vous avez observés? Alors, on peut effectivement parler des entreprises il y a quelques années et de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. Prenons le cas de Danone. Danone, c'est une philosophie managériale qui a été mise en place par Antoine Riboud il y a 40 ans. Et qui a continué pendant tout au long de son histoire. Et la saga Danone, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et lorsqu'ils ont, je n'ai pas très bien les dates en tête, se sont mis en relation avec Mohamed Younous, qui est plus tard devenu prix Nobel de la paix, ils avaient bien en tête d'être une entreprise qui fabriquerait du bien commun, des yaourts dans des pays extraordinairement pauvres qui étaient le Bangladesh, et qui ferait cela grâce aux femmes. Ces yaourts étaient distribués dans les écoles par des femmes et c'était un produit local. Et c'est ainsi qu'ils ont lancé Danone Communities. Et puis, petit à petit, ils ont lancé en Afrique des plantations d'arbres, Danone Écosystème. Et lorsque la loi Pacte, vous savez, c'est extrêmement intéressant. C'est une vraie, presque entre guillemets, révolution dans notre, et que nous n'avons pas vraiment compris comme étant une révolution. Et la Danone est, je crois, si je ne m'abuse, la première entreprise du CAC 40 qui est acceptée, qui ait changé ses statuts pour devenir une entreprise à mission. Alors, comme partout, comme dans toutes les familles, vous avez des organismes en pointe et puis vous avez des secteurs qui sont complètement en retrait. Je peux vous donner des exemples très précis de notre expérience dans des grandes entreprises nationales, j'allais même vous dire comme la SNCF, où j'ai vu des secteurs mais qui faisaient des choses mais extraordinaires avec un management complètement bottom-up, et je vous assure sur des sujets pointus comme les sujets de la signalisation, où là il ne s'agit pas de rêver. Et puis d'autres secteurs où on restait complètement traditionnels. Et vous avez dans ces entreprises, et ça c'était François Dalle qui le disait dans les années 70 pour L'Oréal, des hiérarchies parallèles qui se sont créées et où vous avez de l'innovation qui se crée. Mais à la SNCF, il y avait, je ne sais pas là, j'ai pas vérifié depuis 5-6 ans, des réseaux de gens qui se retrouvaient dans un bistrot et qui échangeaient sur le thème de l'organisation apprenante. Pourquoi est-ce que nous savons ça? C'est parce ces entreprises utilisent les méthodes de l'organisation apprenante, ce que nous appelons les 5 voies de l'organisation apprenante, dont la recherche, le travail personnel, le travail en équipe, la recherche sur la pensée partagée, la vision partagée, qui est extrêmement importante, et puis tout ce qui est pensée systémique. Donc c'est comme ça qu'on le sait, et qu'on a vraiment vécu avec eux, et je pourrais vous citer d'autres entreprises. Et quand je vous parle de Bonduelle, c'est une entreprise
Bon, elle fait des légumes. Ça pourrait être surgelé, ça pourrait être quelque chose d'horriblement banal. Il se trouve que ils essayent d'avoir à côté d'eux, tout proche de leur usine, les producteurs pour avoir le minimum de transport, le minimum de pertes dans la qualité des légumes, et que quand vous avez un légume qui a traîné pendant 3 jours sur un marché, c'est peut-être pas aussi bien. Eh bien, c'est toute cette recherche et qui peut être profondément humaniste et qu'on voit et qu'on vit dans les entreprises aujourd'hui. Il faut, même si vous avez des cas qui sont horriblement traditionnels et horriblement rétrogrades, mais il ne faut pas tout mettre dans le même panier. En effet, le changement prend du temps et il est complexe, surtout pour des organisations d'une certaine taille. On a Hélène Exbraya qui vient de nous rejoindre, qui est directrice opérationnelle à la Maison du Management de Paris. Bonsoir Hélène. Bonsoir. J'en profite pour te proposer de réagir peut-être à ce que tu as entendu ce soir, ou si tu as une question, une remarque à Irène. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Irène. Déjà, merci pour cet exposé qui est passionnant, éclairant, humaniste. On a vraiment le sentiment, en vous écoutant, qu'on fait partie de l'histoire, d'un moment historique presque, et qui rend vraiment la chose à la fois fascinant et je dirais presque effrayant aussi. Voilà, on est ce sentiment, un peu un double sentiment de se dire oulala, il faut qu'on prenne la bonne voie. Et alors moi, c'est plus pas forcément une question, c'est peut-être plus une interaction, une réaction de ma part. Dans votre approche et même dans le champ lexical que vous utilisez, je ne peux m'empêcher de faire un comparatif avec les peuples premiers, les peuples racines. Voilà, vous parlez du vivant, vous parlez de coopération, vous parlez d'interconnexion, de socio-perception également, de ce lien entre la terre et l'homme. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont très prégnants dans ces sociétés-là. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose, une envie de se rapprocher aussi de ces cultures-là pour peut-être donner plus de sens, comprendre aussi, converger et non pas forcément diverger? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller creuser derrière, un rapprochement aussi à faire? Je ne sais pas si ça vous parle en tout cas. Hélène, ça me parle énormément. Et on peut pas, on voudrait développer. On voudrait développer tout cela. Dans le premier livre, Éloge de la métamorphose, pendant de nombreuses pages, Alain de Vulpian en a parlé. Et toute cette réflexion sur les peuples premiers est excessivement importante. Et excessivement importante aussi quand on voit la manière dont les grands thèmes, les grands mythes se sont répandus sur la Terre. Et on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. L'humanité a inventé à différents endroits des choses sans qu'on voit les liens. Et puis il y a des moments où on suppose qu'il y a des liens. Et là, les liens, c'est à travers les peuples premiers. Donc, on pourrait y passer la soirée, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si Michael est d'accord, on peut passer toute la nuit là-dessus. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est un point très, très important dans la métamorphose actuelle. Ça nous enracine dans ce qu'est Homo sapiens. Et l'aspect anthropologique ne doit pas du tout disparaître. Cet aspect anthropologique est excessivement important dans notre réflexion actuelle sur le management. Et on a un petit peu tendance à aller trop vite et à l'oublier. Merci Hélène de cette question. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle de management, Irène, en termes de recrutement en 2020,
Est-ce qu'il y a une compétence particulière pour lesquelles les entreprises doivent être attentives lors des recrutements? Quels sont les nouveaux profils finalement qu'il faut rechercher pour se préparer à bifurquer? On a travaillé il y a des années, il y a une vingtaine d'années, sur les grands profils de management de la Banque mondiale. Et ça allait des scribes aux poètes et des hommes relationnels aux guerriers. Et l'ennuyeux pour les DRH, c'est qu'ils recrutaient tout leur personnel au même endroit. Et vous aviez des entreprises avec lesquelles on travaillait où tout le monde avait exactement le même profil. Un consultant doit avoir un côté très poétique, puisqu'il va vous entraîner vers la vision et vers une vision qu'il va falloir faire partager. Et ça, c'est excessivement important. Et je pense qu'aujourd'hui, la qualité primordiale que l'on doit chercher chez un collaborateur, c'est sa capacité à comprendre l'environnement et à être socio-perceptif. Nous vivons dans un environnement extraordinairement changeant, complexe, et c'est la capacité de socio-perception qui n'est pas si facile à repérer, hein, qui passe par l'empathie, qui passe par la qualité d'intuition, qui passe par beaucoup d'éléments, mais c'est la capacité absolument majeure à rechercher chez ceux dont vous voulez qu'un jour ils entraînent votre entreprise vers le futur. Voilà. Et en tout cas, ne pas recruter tout le monde suivant le même profil. Merci. Jessica, vis-à-vis de la maison du management, peut-être que tu peux réagir justement sur les besoins des managers aujourd'hui. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec Irène. En fait, alors je pense qu'avec la nouvelle génération, on va peut-être éviter, en effet, ces dérives passées où on avait des clones d'écoles d'ingénieurs ou de management, on était contre alumni. Donc ça, je pense en effet, c'est en train de changer. Et les besoins des managers, pour répondre à ta question, Michael, en fait, sont vraiment de comprendre les enjeux. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, de comprendre les choses par rapport à l'histoire, mais de bien comprendre ce qui se passe et surtout de bien comprendre que c'est pas juste une tendance, que c'est pas à la mode d'être un leader flexible, agile, comme on entend, mais que c'est une réelle nécessité pour les nouvelles générations, pour les enjeux de demain. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'ils ont besoin d'intégrer bien tout ça, d'être en co-construction, et puis surtout d'exercer leur capacité de choix. Vraiment cette idée qu'on a une bifurcation et que chacun peut être acteur et vraiment d'ouvrir les possibles, d'être créatif. Donc je pense que les managers ont vraiment besoin de co-construire et de se baser vraiment sur l'intelligence collective et de revenir sur cette idée, Irène, que vous avez très bien développée de la coopération. Et je te rejoins aussi, Hélène, qu'on peut reprendre aussi de nos origines et de revenir sur des choses peut-être plus simples, plus pragmatiques et vraiment qui vont nous amener vers une belle transformation, je l'espère. On a Lucie sur Facebook qui nous dit être socio-perceptif. Effectivement, c'est une notion à diffuser largement auprès des DRH. Est-ce que, Irène, vous pourriez nous dire comment les DRH peuvent contribuer à développer la socio-perception dans le cadre d'une formation? Très concrètement, comment ça peut se stimuler? Oui, il y a des formations pour ça. Il y a des formations, elles ont d'ailleurs évolué dans le temps, et je vais reprendre des choses très simples. Les enfants ont une manière de penser systémique jusqu'à l'âge de 12-13 ans tout à fait naturelle. Ils connaissent très très bien toutes les interactions et ils perçoivent leur environnement de façon fabuleuse et
ils apprennent, c'est Jean Piaget qui le dit, par accommodation. Ils s'accommodent avec cet environnement. Et puis ils perdent ça. Ils perdent cela probablement à cause de leur éducation vers les 14-15 ans. Et nos entreprises aujourd'hui, nos DRH ont tout un travail à faire de séminaires socio-perceptifs. Et ça se fait. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement important pour rendre leur futur cadre capable de percevoir les changements dans l'environnement, les scénarios, travailler sur les scénarios possibles. Vous avez, on n'ose pas, il faut oser. Nous vivons dans l'improbable. Il faut vivre dans cet improbable. Donc travailler sur les scénarios, être habitué à cela, et ça existe. Ça existe, vous pouvez venir à Appimorphose, vous pouvez, je suis sûre qu'à la maison du management, vous avez des choses comme ça. Ça existe, il faut le chercher parce que nous devons apprendre à vivre et à travailler avec l'improbable et reconnaître. Alors, il y a des gens qui ne sont pas socio-perceptifs du tout. Bon, ça, mais vous pouvez les amener à se poser des questions. Une éducation trop rationnelle, et ça je peux vous dire, hein, qu'autour de moi des rationnels, ça ne manque pas, vous empêche d'être socio-perceptif parce que le socio-perceptif doit sentir les mouvements de la société, il doit sentir comment on va surfer sur ces mouvements de société. Quelquefois, c'est très difficile, ça s'apprend. Mais regardez vos enfants, hein. Eux le font. Et avant de poser la question de Mélanie sur Facebook, je vais faire une première question, un peu d'introduction à son propos, qui est plus sur le modèle de société. Tout à l'heure, vous évoquiez les travaux en biologie qui ont permis de découvrir que tout le monde pouvait agir pendant une phase de bifurcation. Est-ce que, en 2 mots, parce que ce sont des études complexes, est-ce qu'en 2 mots, on pourrait résumer ce qui, d'un point de vue biologique, nous a permis de démontrer et de comprendre que tout le monde peut agir dans la période que l'on traverse aujourd'hui? Prigogine est parti de la chimie. C'est un chimiste et il a étudié les systèmes dissipatifs. Bon, il faut déjà qu'on admette qu'est-ce que ça veut dire, un système dissipatif. Ensuite, il a appliqué cela à la société en travaillant avec Isabelle Stengers. C'est un point absolument essentiel de comprendre comment si on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on est en train de se battre contre des murs ou est-ce qu'il y a un moment où on peut faire quelque chose? Et Prigogine nous dit oui, il y a ces points de bifurcation et là, tout le monde peut faire quelque chose, mais on peut le faire dans un sens ou on peut le faire dans l'autre. Vous pouvez très bien avoir des personnes qui veulent récupérer le pouvoir, transformer les réseaux en réseaux de pouvoir, vouloir rendre des robots maîtres du monde, etc. Mais de l'autre côté, on peut aussi faire quelque chose. Alors ça, lisez Prigogine. Lisez surtout La Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, qui est le livre qu'il a écrit avec Stengers. Et nous, quand on a découvert Prigogine, il y avait 20 ans qu'on errait sur ce sujet, qu'on se disait que c'était là qu'on pouvait faire quelque chose, mais on ne savait pas très bien comment. Alors, on le cherchait par les interviews en profondeur, par le travail avec Carl Rogers. Bon, on le cherchait.
Et tout d'un coup, et on savait très bien qu'il y avait un moment où on pouvait faire quelque chose, mais on n'en avait aucune certitude scientifique. Et quand on a découvert Prigojine, on a compris qu'on n'était pas dans le flou, que vraiment on s'appuyait sur quelque chose de concret. Parce que ce soir, hein, c'est pas du tout de l'intellectuel hein, qu'on fait, hein, c'est du concret. Nous sommes au milieu des entreprises, on est sur le terrain. Et nous avons découvert Prigojine après avoir fait cela. Et de même que le Centre de formation en réalité internationale, qui a été l'organisme que j'ai créé, qu'on a co-créé, c'était bien avant de découvrir Prigojine. Mais là, on tâtonnait. Ah, je ne vous ai pas parlé de la stratégie tâtonnante. Ça, c'est un mot absolument essentiel. Il faut reconnaître la force de la stratégie tâtonnante. Et on tâtonne, on ne sait pas très bien comment on va faire pour arriver. Mais le monde est si complexe qu'on ne peut pas décider sa stratégie à l'avance. Donc, les journaux aimeraient bien qu'on ait des stratégies fixes et des grands programmes déjà décidés. Non. La stratégie va être tâtonnante, elle va en permanence s'adapter à un environnement de plus en plus complexe. Et ça, il faut le savoir, c'est une force de l'humanité, cette souplesse de notre cerveau qui permet de nous adapter à des situations extraordinairement difficiles. Et là, une fois de plus, on est en train de tâtonner et de chercher l'issue de la crise que l'on vit. C'est un point absolument essentiel et qu'il faut reconnaître. Et alors, pour aller dans le sens de la question de Mélanie sur Facebook, est-ce que tout cela pourrait nous amener à voir un nouveau modèle de société émerger? Est-ce que la société comme un cerveau, elle va nécessairement se traduire par un nouveau mode d'organisation de société, donc politique à court, moyen ou long terme? Je ne peux pas vous dire si c'est court, moyen ou long terme. Il y en a les germes. On les voit monter. Alors nous, c'est ce que nous appelons les signaux faibles. Vous voyez tout autour de vous, c'est extraordinairement intéressant que de ramasser récolter tous les jours les signaux faibles. Et vous voyez monter ces signaux faibles de la société comme un cerveau. Et le soir, quand vous les avez récoltés, vous êtes vachement content hein, parce que vous avez récolté des éléments du vivant, que vous soyez dans la rue, en train de faire vos courses, à votre bureau, vous avez récolté les signaux faibles de la société comme un cerveau en train de se faire. Combien de temps ça va mettre ? Ça n'est pas possible à dire. D'abord parce que le vivant, ça se commande pas. Le vivant, ça émerge, ça se commande pas. Voilà, point. C'est tout. Mais ce qui est important, c'est d'être sur cette voie. Et là, ce que vous faites ce soir, avec tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas combien il y a de personnes qui nous écoutent, mais on est tous là en train de chercher les signaux faibles de la future société comme un cerveau. On sait que ça ne se commande pas. Ça mettra 10 ans, une génération, je ne peux pas vous dire, mais c'est là. Merci Irène. Jessica, peut-être une dernière question ? Oui, c'était plus une réflexion et pour faire le rebond avec Irène. Oui, bah, du coup, le grand rebond. J'ai fait pas. Le grand rebond. En fait, c'était juste pour bien confirmer, en effet, c'était par rapport à la question de est-ce que les DRH, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme formation, comme séminaire. Donc, en effet, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à ça. En effet, nous aussi, à la Maison du Management, on tend à ça. Et ce que je voulais rajouter, c'était que dans les formations,
On est en contact aussi avec des écoles de management et d'ingénieurs. En fait, pas les formations, mais la sensibilité à l'incertitude est de plus en plus présente, même pour des cursus scientifiques. Et donc, en fait, ils ont vraiment intégré cette notion-là. Donc, comme vous avez dit, les nouvelles générations et nos enfants montrent qu'en effet, ils sont plus dans un monde certain, mais complexe et incertain. Et en fait, ça commence à vraiment s'intégrer comme une soft skills, ce qu'on appelle ces soft skills, et que le manager, voilà, pour conclure là-dessus, et toute personne ordinaire doit vraiment intégrer, puisqu'en fait, de toute façon, ça va être la donne tout le temps. Et on est sûr d'une chose, en effet, que c'est que ce monde est incertain, qu'il va falloir faire avec et préparer notre cerveau à ça, puisque en effet, il faut tout le temps s'adapter à ces nouvelles donnes. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus, parce que c'était encourageant aussi pour les écoles qui forment les managers de demain. C'est la société comme un cerveau. Voilà, très bonne conclusion, Irène. Irène, Jessica, Hélène, encore merci pour votre participation. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook du Grand Rebond pour être notifié des prochaines émissions. On vous donne rendez-vous jeudi prochain à 18h30 et excellente soirée à toutes et tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci à tous ceux qui participent au Grand Rebond. Au revoir. Merci Irène, au revoir.